Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Moi je me souviens, je suis Patricio Cavalli. Bienvenue dans Finance Rockstars. Je suis aujourd'hui avec monsieur David Collas. C'est exactement, David Collas. Qui est... Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans notre programme. Merci beaucoup et c'est un honneur de parler en français avec toi ce soir. Pour moi aussi, c'est un effort. Je vais dire, maman, mon éducation franco-argentine et l'argent que tu as investi en moi, ça a payé, finalement. Je vais essayer de faire toute une interview en français. Eh ben, très bien. Alors, ceci est Finance Rockstars. On vous rejoint aujourd'hui de Buenos Aires, Argentine. Et ceci, c'est le programme de Moore Business Embassy. Nous sommes une compagnie qui essaye de faire accroître le growth, les autres compagnies. Alors, s'il vous plaît, vous me corrigez, comme si vous... Aider à la croissance des entreprises. Merci, la croissance des entreprises. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir David avec nous. David a été CEO de la chaîne de retailers, de retail Carrefour en Argentine, dans 2 occasions. Et je voudrais commencer par là. Comment était ton expérience dans l'Argentine en général, avec toute honnêteté? Et après, on va essayer de parler des affaires. Alors, moi, je suis arrivé en Argentine, c'était la première fois en 2000. J'étais déjà dans la distribution. Je travaillais pour un groupe français qui s'appelle Casino et je venais de Pologne. Donc, voilà. De Pologne, on m'a envoyé en Argentine pour être le patron de la supply chain, monter des entrepôts pour ce distributeur qui avait racheté un opérateur local qui s'appelle Libertad, qui vient d'être vendu récemment et qui a été racheté par la Anonyma. Et donc, quand je suis arrivé en Argentine, pour moi, l'Argentine, c'était un pays un peu magique. Dans l'imaginaire français, l'Argentine, c'est l'évasion, c'est les vacances, c'est loin. Beaucoup de Français sont arrivés au début du 19e siècle, des Italiens, j'ai de la famille en Italie aussi. Et donc, l'Argentine, c'est certainement le pays le plus européen d'Amérique latine. Et moi, je suis arrivé avec du brillant dans les yeux et je voulais découvrir ce pays. Et j'y suis resté 3 ans jusqu'à 2002 et j'habitais à l'époque à Cordoba, mais je venais très souvent à Buenos Aires puisqu'on voulait monter des magasins et on avait des activités sur Buenos Aires. Et pour la petite histoire, donc je m'étais marié en Pologne avec mon épouse et on a eu notre premier enfant, Damien, qui est né à Cordoba. Donc j'ai 4 enfants et j'ai un Cordobais à la famille. Ah bon, alors dans votre famille, vous écoutez de cuarteto, ça c'est la musique principale de Cordoba. Pour ceux de vous qui ne connaissent pas l'Argentine, Cordoba est une des principales provinces dans l'Argentine, mais c'est aussi une province avec une très très forte identité qui est basée dans 3 choses. La musique, qui s'appelle le cuarteto. Exactement. Le rallye. Les Cordobais aiment le rallye, ils sont les rois du rallye, et un produit alcoolique que l'on appelle Fernando, qui est le Fernet Branca. La province de Cordoba est la place du monde où on boit la plus grande quantité de Fernet Branca, mais on doit le mixer avec du Coca-Cola. Et ce produit-là, ça s'appelle le Fernando. Exactement. Fernet con cola. Je confirme ces 3 choses qui sont extrêmement importantes et que j'ai vécues exactement à l'époque à Cordoba. Alors, voilà, une part de votre famille, c'est française, polonaise, si je comprends bien. Alors, j'ai mon épouse et donc la partie de mon épouse qui est en Pologne, exactement. En Pologne et Argentine. Et ça, c'est l'Argentine, un petit peu. L'Argentine, c'est cette maille, cette mix des différentes cultures, des différentes formes de voir le monde, et ça apporte de la créativité et de la complexité. Ce serait un bon diagnostic du pays que vous avez trouvé? Oui, je crois que l'Argentine est un pays, c'est une terre d'immigration, donc elle a accueilli des gens venant de tous les horizons, et aujourd'hui c'est ce qui en fait sa richesse, sa culture.
Moi, j'adore découvrir des nouvelles cultures et ici, on est servi. Quand on se promène à Buenos Aires, il y a des quartiers qui ressemblent à Paris, d'autres quartiers qui ressemblent à Madrid. Il y a le quartier de Palermo. Enfin, il y a vraiment de tout. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Argentine est un melting pot de tout ça, très riche en culture, proche de l'Europe. Et c'est ce qui fait son charme. Et ça, c'est la part charmante de l'Argentine. Il y a une autre part qui n'est pas si charmante. Quand vous êtes arrivé en 2000 et en décembre de 2001, l'Argentine a eu une catastrophe économique et politique. Et ça a été des émeutes dans les rues, un gouvernement démocratique qui a tombé. La démocratie argentine n'a pas tombé, mais elle était secouée. Secouée, merci, secouée. Oui. Et pour les entreprises, et spécialement les entreprises étrangères, ça a été une époque très difficile, suivie d'une époque de récupération économique, avec un gouvernement plus populaire dans la partie économique, et suivi de l'inflation. Alors, ça doit être, je suppose, un choc pour vous. Et comment vous avez vous conduit dans cette environnement, dans cet environnement économique. Merci. C'est changé, non? Qui était changé tous les jours. Bien sûr, non, mais en fait, à l'époque, quand j'étais arrivé, il y avait des plans de développement extrêmement importants pour l'entreprise, puisque à l'époque, l'Argentine était très stable. On avait même, de manière constitutionnelle, il y avait un peso valait $1. Ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment solide. Et donc, et l'économie était plutôt florissante. C'était à l'époque de Carlos Menem comme président, etc. Donc, il y avait eu, voilà, cette richesse, cet attrait. Et donc, beaucoup de distributeurs sont arrivés sur l'époque, donc, entre 98 et 2001, ont fait des acquisitions majeures dans le pays pour pouvoir se développer. Bon, manque de bol, faillite de l'État en décembre 2001, changement de gouvernement, il y a plus d'argent, chaque province frappe monnaie et donc on avait des bonos pour payer. Ici, c'était les Patacones et il y avait d'autres bonos. Et en effet, pour une entreprise étrangère qui a investi beaucoup d'argent en dollars ou en euros à l'époque et qui se retrouve avec quasiment plus rien de tangible, c'est extrêmement compliqué. Alors après, elles sont obligées de rester pour essayer d'amortir les choses. Et puis, il y a quand même cette espérance de dire, bon, l'Argentine va s'en sortir. L'Argentine va s'en sortir, il y a du potentiel, c'est un pays riche, les gens sont plutôt bien éduqués, il y a de la formation, c'est un pays qui doit réussir. Et donc, avec tout ça, les entreprises ont insisté. Mais c'est vrai que depuis cette date, 2001, 2002, l'Argentine est sortie du système financier international, est un peu au banc, et aujourd'hui, ils essayent de revenir, et j'espère qu'ils y arriveront parce que ce pays le mérite. Alors, je voudrais faire une première analogie dans la musique. Nous sommes des aimants de la musique et ce programme s'appelle Finance Rockstars. Et il n'y a pas de finance ou des affaires, il n'y a pas de rock. Et moi, je me souviens dans les années 90 que le groupe Daft Punk, qui était peut-être mon groupe favori de musique, un de mes groupes favoris et aussi le favori dans la musique française, a commencé à faire un mix de toute la musique raw music, urbaine, suburbaine, ethnique, etc. Il a passé par les synthétiseurs et les ordinateurs qui étaient une part du groupe de Jean-Michel Jarre, etc. Et là, ça a apporté les ordinateurs, les synthétiseurs ont apporté de l'ordre, de la discipline musicale. Et ça, c'est le son qui a été le son de 2000, de Daft Punk et toutes ces nouvelles courants dans la musique électronique. Oui. Quand je pense à l'Argentine vis-à-vis l'Europe et ses grands amis, l'Argentine, je pense qu'il y a trois grands amis, mais deux grands amis qui sont l'Espagne et la France. Et nous avons deux autres grands amis, mais ce sont les deux grands amis. Quand je pense à l'Argentine, je pense un petit peu à ça. L'Argentine, c'est cette musique brutale, passionnelle, urbaine. On pourrait parler des ressources économiques, des ressources de la minerie, etc. Et
l'Europe qui apporte le know-how, la discipline, l'ordre, le ESG, la comptabilité, etc. C'est une bonne analogie pour parler de comment on peut peut-être faire face au futur de cette relation qui a plus de 200 années. Oui, je crois que l'Argentine, de par sa taille, de par sa position, de par la richesse de ses terres agricoles, de ses terres dont on a parlé des mines, il y a des minerais, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tout ce qui manque un peu en Europe, il y a pas ça. Et c'est vrai que l'Europe est beaucoup plus industrialisée et plus petit. C'est peut-être aussi un peu plus simple à faire là-bas. Et puis il y a une culture beaucoup plus forte sur la partie industrielle et agroalimentaire peut-être qu'ici. Donc je pense en effet que l'association des deux devrait arriver à faire de grandes choses dans l'avenir. C'est un peu ça. Et c'est vrai que Daft Punk, avec cette musique qui avait été révolutionnaire à l'époque, et puis ça, c'est vraiment la French Touch qui a été diffusée dans le monde entier. Dans le monde. Quelle est votre musique favorite de la musique en général et de la musique française? Moi, parlons de ça un petit peu. Non, mais j'aime la pop au niveau international, les grands chanteurs, une chanteuse comme Céline Dion, j'apprécie beaucoup. Bon, elle est beaucoup francophone quand même dans ses chansons. Mais ensuite, sur la partie française, Daft Punk en fait partie. C'était un peu révolutionnaire. Malheureusement, ils se sont arrêtés. Oui, mais je vais faire une parenthèse. J'ai l'idée, l'espérance. Vous avez vu qu'ils sont en train d'apparaître à nouveau individuellement. Moi, j'ai l'espérance qu'ils vont retourner. Je ne sais pas. Alors. Ouais, on verra bien. Il y a beaucoup de groupes qui se sont séparés et puis qui, à un moment donné, se manquaient. Exactement. Et se sont retrouvés pour refaire des tournées. On verra bien ce qu'il en est. Ouais, moi, j'espère ça. Alors, quand on parle de... Maintenant, on pourrait parler un petit peu de les marchés et la consommation, les consommateurs. Comment vous voyez, avec votre expérience dans le retail, la consommation en général en Argentine et peut-être en Amérique latine? Quels sont les trends, je ne sais pas le mot en français? Oui, les grandes tendances. Les grandes tendances, merci. Les grandes tendances. En fait, l'Argentine, donc suite à ce qu'on disait de 2001, le pays se referme sur lui-même, n'a plus les moyens d'importer. Et donc, depuis cette époque-là, il y a quand même une offre qui a été faible, il faut le dire. Alors même si depuis 2 ans maintenant, il y a des libres importations et ça va un peu mieux, on est quand même très loin des standards internationaux. Quand on voit... si je fais une comparaison avec la France dans les produits laitiers, dans le fromage, dans les yaourts, les prix sont bien plus élevés, le choix est beaucoup moindre. Je pense qu'il y a vraiment la structuration, les marchés ça doit être modernisé, ça doit être transformé, on doit être plus productif. Alors c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Il faut mettre de la modernisation, mais ça a besoin de capitaux, ça a besoin de talent pour transformer tout ça. Mais je pense que l'Argentine doit revenir dans le concert des nations. L'Argentine doit trouver cette force, cette productivité qui lui manque pour être une exportatrice de produits finis. Aujourd'hui, c'est plus de la matière première qu'elle exporte, et je pense que demain, il faut qu'elle ait des industries pour pouvoir produire sur son sol. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il continue à y avoir des délocalisations aujourd'hui. Oui, ouais, ça c'est un des problèmes qu'on voit dans l'Argentine. Nous sommes très contents avec notre produit brut, les minéraux, le soja, etc. Et ça manque une politique d'État pour venir dans l'Argentine le know-how des compagnies européennes, dans ce cas, ou du monde entier. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu un déjeuner avec des hommes d'affaires et une des choses qui ont apparu dans ce déjeuner, c'était cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et il y avait
ma surprise, c'était qu'il y avait plusieurs de ces personnes qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est les implications de cet accord. Pour les opportunités, mais aussi pour les dangers. Parce que quand le porte s'ouvre pour le sentidos. Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens, merci. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas que, par exemple, les fromages, on ne pourrait pas parler de camembert. Si on est une compagnie argentine, on ne peut pas parler on peut plus parler de camembert parce que le camembert maintenant est d'origine contrôlée et voilà, on peut pas le faire. Exactement. Et qu'il y a tous les grandes compagnies lactées de l'Europe qui vont entrer dans l'Argentine. Et la concurrence va être brutale. Et ça passe dans la minerie, etc. Comment vous voyez cette nouvelle stratégie, ce nouveau scénario stratégique avec cet accord? Alors, déjà, il y a beaucoup d'entreprises françaises, si on parle du secteur laitier, qui n'ont pas attendu cet accord pour être présents. Aujourd'hui, la Serenissima, c'est une société qui est détenue à part quasiment égale entre Accor et le groupe Danone, qui est français. Ensuite, il y a Savencia, toute la partie Milko-Tilolei, qui est un groupe français aussi. Donc, les investissements ont été faits depuis plusieurs années dans ce secteur par les entreprises françaises. Ensuite, l'accord du Mercosur, pour moi, je pense que c'est une chance de part et d'autre de développer les affaires entre nos deux pays et nos deux continents, entre l'Union européenne et le Mercosur, surtout dans ce monde d'instabilité aujourd'hui qui devient fou. Et je pense que les nations, les peuples ont besoin de points de stabilité et cet accord peut en être un. Et je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble. Après, je pense que maintenant c'est signé et c'est un accord, ils ont mis des décennies à le signer, donc oui. J'espère qu'il est bien fait et qui permet le libre-échange tout en protégeant malgré tout un minima certaines structures dans chacun des pays pour pas qu'ils puissent se faire dépouiller ou se faire détruire. Je pense que quand on voit ce qui se passe, je fais un parallèle avec le secteur automobile où aujourd'hui ils ont ouvert les vannes à l'importation à tout va des voitures chinoises alors que il y a des fabricants ici qui sont là depuis des décennies, qui emploient des dizaines de milliers de personnes et que ils ont payé les taxes, enfin ils ont fait marcher l'économie et qu'aujourd'hui ils se reçoivent ces importations qui, on le sait en plus, elles sont subventionnées, c'est quand même un peu injuste et ça peut être dangereux pour le pays s'il n'y a pas un minimum de garde-fous. Mais voilà, le Mercosur, ça ouvre le champ des possibles, c'est je pense une très belle chose et il faut que nos populations puissent en profiter. Oui, moi je parlais avec des personnes, des hommes d'affaires de secteur automotrice, ils nous disaient ça exactement. Et ensuite, il y a cette relation que à plus de 200 années entre la France et l'Argentine. La France est un des premiers pays qui ont reconnu l'Argentine comme une nation indépendante. Ça, c'est très important parce que c'est notre histoire. Nous sommes un pays très jeune et moi, je pense toujours que nous sommes en train de faire toutes les erreurs de commettre. Merci. Ça, c'est ma leçon de français. C'est comme Duolingo live. C'est de commettre les erreurs que les autres ont commis dans son passé. Et ce n'est pas nécessaire. On peut apprendre des erreurs des autres. Et ça, pour moi, ça, c'est une erreur. L'ouverture totale aux produits chinois, et je n'ai rien en contre des produits chinois per se, c'est une erreur. Parce que c'est une erreur quand on le pense à 5, 10, 15 bonnes années. Et une des choses que tous les hommes d'affaires que l'on parle, les entreprises que nous, dans notre compagnie, on parle, nous demandent exactement ça. Alors, quelles sont les nouvelles règles du marché dans l'Argentine? Et je ne sais pas exactement que répondre. Ça, c'est une réponse très argentine, de ne savoir pas exactement que répondre. Quelles sont les questions que votre collègue les compagnies avec lesquelles vous travaillez, etc., vous posent vis-à-vis l'Argentine et cette nouvelle économie de l'Argentine? En fait, l'Argentine aujourd'hui est encore... Enfin,
est encore vu d'un point de vue financier comme un pays qui est relativement instable encore. Aujourd'hui, il faut que l'Argentine montre ses preuves, il faut que l'Argentine démontre que la politique qui est suivie aujourd'hui va apporter ses fruits. Parce que globalement, les grands investisseurs, ceux qui ont mis beaucoup d'argent, ils regardent toujours avec méfiance l'Argentine. Ils ne savent pas de quel côté ça va basculer. Il y a des élections présidentielles l'année prochaine. Il y a quand même un peu cet attentiste. Après, en Argentine, comme en Europe, sur la partie productive, je pense que tout le monde a été un peu candide et s'en dit on va délocaliser, et la Chine est devenue l'usine du monde sur pratiquement toutes les catégories de produits non alimentaires. Et aujourd'hui, on est devenus des vassaux, on est complètement indépendant de la Chine. Et les Américains ont fait la même chose sur toutes les nouvelles technologies, sur tous les GAFA, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, sur tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que on ne peut plus trop compter sur les Américains, plus trop compter sur la Chine, il va falloir qu'on compte sur nous. Donc l'Union européenne est en train de faire des grands progrès dans ce sens-là. Et je pense que si on a un accord avec le Mercosur devrait également regarder ce qui se passe sur ces sujets-là et non pas devenir un pion des États-Unis ou des Chinois sur différentes choses. Alors c'est difficile parce que l'Argentine revient de loin. Il manque de grandes usines, de grands groupes, même s'il y en a quelques-uns. Ça manque quand même de puissance industrielle. Oui, c'est une des choses que, à nouveau, ces pays, mon pays, bon, votre pays aussi. Bien sûr. Bien sûr. Mon pays de cœur et mon pays, j'ai un Argentin. Donc, oui, vous avez c'est pour ça que je suis ici. Notre pays, alors, exactement, a reçu pour moi, une bénédiction et une malédiction. Que c'est la même chose. C'est notre climat et notre territoire. Que c'est un miracle. Il y a presque aucun pays du monde qui a toutes les choses qu'a l'Argentine. Mais aussi, c'est comme une famille qui a reçu absolument tout. Leur maison, de l'argent, la santé, etc. Alors on peut, ce n'est pas le mot exactement, dilapider les ressources. Et ça, c'est une chose que moi, je voudrais voir que ça finit dans notre génération. Quel serait votre advice, votre conseil pour faire ça, pour commencer à madurer? Je pense que c'est le problème de l'Argentine maintenant. Alors, c'est une question très compliquée. Je vais rester d'être très humble avec avec ma vision, mais l'Argentine, en effet, a tout pour réussir. L'Argentine a été peut-être un enfant gâté, gâté par la nature, gâté par tout ce qui existait, et n'a pas su transformer. Il n'a pas su transformer, je ne sais pas, peut-être pour des raisons politiques, pour peut-être des questions de corruption en ce moment-là, et des choix qui ont été hasardeux, qui n'ont pas été bons, peut-être une perte de confiance dans les élites. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, et j'espère que le gouvernement actuel y arrivera, je crois qu'ils essayent de remettre de l'ordre pour qu'il n'y ait plus de corruption. Je pense que des fonctionnaires corrompus, c'est terrible dans les pays. Donc la classe politique doit être intègre. Les chefs d'entreprise doivent être intègres. Et si ça déjà c'est respecté, c'est déjà un grand point pour aller vers la modernisation. Et ça montrera l'exemplarité auprès des populations qui accepteront de se déclarer, de travailler, de payer des impôts et rentrer dans un process vertueux où je crée de l'emploi, c'est de l'emploi légal qui paye ses impôts, qui paye ses charges sociales, je crée de la richesse pour le pays et je développe mon industrie, je développe mon agroalimentaire, je développe des nouvelles technologies et c'est vraiment ce que doit arriver à faire l'Argentine. Elle est au milieu du guet, là, aujourd'hui. Il faut vraiment arriver à transformer. Il faut aider. Il faut des budgets. Il y a certainement des grands chefs d'entreprise. Il y a des gens qui vont arriver avec des nouvelles idées demain. Il faudra les aider pour créer cette nouvelle Argentine, cette Argentine productive, cette Argentine qui réussit dans le monde. Quelle est votre vision, aussi comme un Européen,
de la situation générale dans l'Europe. Vous avez été avec votre vacances dans la France, la Suisse, la Pologne, etc. Et quelle est la situation en général dans l'Europe? Et je voudrais parler de 2-3 choses. Une est la situation économique, la situation politique dans l'Union européenne. Ça fait 10 ans du Brexit. Ça paraît que c'est plus proche, mais il se paraît aussi que c'est un siècle à passer du Brexit. La possibilité d'une, j'espère que non, comme il dit aussi, Dieu ne permet pas, d'une guerre dans l'Europe centrale avec la Russie, etc. Quelle est la situation maintenant générale dans l'Europe? Alors, l'Europe, ça c'est une question, une question importante. Je vais essayer d'être synthétique. Ne vous inquiétez pas. Non, la situation en Europe est globalement, quand on regarde ce qui se passe sur le l'échiquier mondial, est bonne, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue économique. Après, bien évidemment, il y a des tensions, il y a des cycles, et aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective au sein de l'Union européenne que l'Europe ne doit compter que sur elle-même maintenant. Elle est quand même lâchée sur certains sujets par les Américains, notamment sur la question ukrainienne. Tu as parlé de l'Ukraine, c'est un vrai problème, puisque il y a une guerre en Europe aujourd'hui. J'espère qu'elle se terminera le plus rapidement possible. Elle est figée depuis pratiquement 5 ans. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut continuer à promouvoir la liberté sur le continent et au niveau du monde. Ensuite, les Américains, avec leurs droits de douane, avec ce micmac, avec les interventions en Iran, où ils interviennent sans demander l'avis à personne, et puis après, ils demandent de l'aide une fois que c'est fini, mais bon, ils ont demandé à personne, donc il faut qu'ils se débrouillent. Donc, tout ça fait que l'Europe a compris qu'il va falloir qu'ils émergent comme la 3e puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Et je pense qu'ils en ont absolument les moyens. Quand on fait la somme du PIB, les habitants, etc., c'est un pays c'est un continent, c'est une association qui a énormément de ressources. Par contre, il faut arriver à se mettre d'accord. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui coince, même s'il y a une prise de conscience, ils ne sont pas encore tous alignés. Quand on voit ce qui se passe avec l'émigration à Ceuta, les tensions entre l'Italie et l'Espagne, bon, c'est un peu ridicule. C'est l'Europe qui doit faire front à ce problème et pas montrer des distorsions. D'un point de vue économique, il y a des pays qui vont mieux que d'autres, comme toujours. C'est un peu compliqué en France, c'est un peu compliqué en Allemagne. La Pologne et surtout l'Espagne, ce qui est le moteur aujourd'hui, c'est qui vont bien. Donc, il y a un peu de tout. Mais on va dire que l'Europe reste aujourd'hui une terre de démocratie et une terre de liberté. Oui, moi je trouve l'Europe aujourd'hui comme un phare de démocratie, bien sûr, une terre de liberté et de paix. Pour moi, ce que l'Europe représente maintenant, c'est plutôt que d'autres choses, que la prospérité, etc., c'est la démocratie et la paix. Après de 1500 années de guerre, de colonisation, voilà, toutes les choses qui sont passées, il y a eu un jour que les Européens ont décidé de vivre en paix entre eux et entre le monde, avec le monde. Et ce sont été 70 années ou un peu plus de paix, de liberté. Et moi, je crains, j'ai un petit peu de peur que ce phare de liberté et de paix et de entendement entre les nations peut se étendre. S'éteindre. Oui, s'étendre. Parce que si ça passe ça dans la France, ou dans l'Allemagne, au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on peut, nous, espérer? Les nations plus jeunes, plus matures, etc. Alors c'est pour ça qu'on est en train de voir et regarder beaucoup à l'Europe à ce moment. Oui, non, je pense qu'en effet, l'Europe reste un phare de démocratie, de liberté. Il n'y a que des républiques, il n'y a pas de dictature. C'est un continent qui est merveilleux, qui est millénaire, comme tu l'as dit. Donc il faut qu'il continue à jouer ce rôle de modérateur, ce rôle de continent sûr, de continent bienveillant et qui
peut aider les nations un peu plus jeunes à se développer sans aucune prétention, mais avec une réelle sincérité. Après, on a parlé du Brexit. Je crois que le Brexit, 10 ans après, les Anglais en sont revenus. Ils pensent que c'est une erreur. Ils pensent de plus en plus de regarder comment réintégrer l'Union européenne, puisqu'ils sont quand même eux aussi lâchés par les Américains et se retrouvent un peu seuls sur leur île. Et leur avenir, je pense, est de revenir, je ne sais pas à quelle échéance, mais certainement dans l'Union européenne. Donc oui, il y aura l'Union européenne, et puis voilà, qui va essayer de continuer à faire rayonner sa culture, rayonner ses mouvements de pensée politique, de liberté, et aider les jeunes nations qui sont en recherche de cela. Je voudrais commencer à finaliser notre programme d'aujourd'hui et pour parler un peu de l'atterrissage international de compagnies. Alors, vous êtes un expert en affaires, en compagnie, non seulement dans le monde du retail, mais dans le monde des affaires en général, la technologie, etc. Quels seront votre conseils pour les compagnies argentines ou de l'Amérique latine en général vis-à-vis l'entrée dans les marchés européens? Et après, l'autre question, au contraire, pour les compagnies qui veulent venir, je ne parle pas des grandes corporations, parce que les grandes corporations européennes et françaises ont déjà des relations, je parle de Saint-Gobain, Peugeot, etc. Mais pour les petites et moyennes compagnies qui peut-être veulent venir pour essayer de faire des affaires ici, quel serait votre conseil pour les uns et les autres? Alors pour les entreprises argentines qui souhaitent investir et envoyer des produits et s'installer dans l'Union européenne et en la France, c'est d'avoir déjà des produits de qualité, des produits compétitifs. Et s'ils arrivent à créer la demande, et ça sera un énorme succès. Donc il faut arriver avec des produits différents, avec des produits qui soient compétitifs, qui soient innovants, pour que les consommateurs français et européens puissent les accepter. Il y a des très bons produits ici, dans ce pays. Je pense que la viande et les vins Malbec, je pense que sont au top mondial de la qualité. Ça, c'est beaucoup. Donc, il faut... Ouais, donc c'est énorme. Ça, c'est beaucoup. Et je suis devenu un trop gros consommateur de vin et de viande argentine, mais bon. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Et après, dans l'autre sens, en effet, les grandes structures ont les moyens, et même les grandes structures, de toute façon, quand elles arrivent dans un pays comme l'Argentine, ont besoin d'aide, ont besoin de se faire conseiller sur tous les aspects pour éviter de tomber dans des pièges fiscaux, légaux, enfin voilà, ils doivent se faire accompagner. Après, sur une petite structure qui arrive, alors de manière plus direct et plus proche, c'est de se dire comment elles doivent réussir dans un environnement qui est culturel, économique et concurrentiel différent. Je pense qu'il faut absolument s'adapter au terrain sans renoncer à ses standards, à ses convictions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre l'activité locale, il faut comprendre et écouter les équipes, les clients, pour pouvoir développer et réussir en affaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, il y a de très grands talents aujourd'hui en Argentine. Je pense qu'il faut savoir sélectionner les bons profils et puis leur donner de l'autonomie. En effet, la proximité avec le terrain est un facteur essentiel. Il faut faire confiance aux équipes, les aider, les faire grandir et leur expliquer ce que l'on attend d'elles. Et puis certainement, le dernier point, c'est construire la confiance. Construire la confiance, c'est pour moi une règle universelle, mais qui peut-être en Amérique latine est plus vraie qu'ailleurs. Voilà, il faut tisser des liens, il faut être presque dans l'intimité avec le client. On doit se faire confiance, on doit avoir une relation de cette qualité. On va, avant de rentrer dans la dernière section de notre programme qui était appelée Rapid Fire, où je vais vous poser des questions. Et vous pouvez me poser aussi pour moi. Ça va et c'est bien. Moi, je voudrais faire une petite réflexion et nous avons fait cette réflexion aussi avec nos collègues qu'on a fait des interviews les passés semaines dans ce même programme dans l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne. Et c'est deux choses. L'Argentine
est un pays plutôt fait sa composition des immigrants. Personnes comme vous, que vous avez formé votre famille, vous avez venu, vous êtes maintenant argentin. Et ma grand-mère était italienne. Les grands-pères de ma ex-épouse, mais c'est la maman de mes fils, sont venus de la Pologne juive. Ils ont échappé la Shoah, ils ont rencontré une place ici. La première épouse de mon frère était du Liban. Maintenant, l'épouse de mon frère est née dans la Finlandie. Et elle vit aux États-Unis, mais là, elle est en train de commencer le procès pour avoir la nationalité argentine. L'Argentine est un pays des immigrants. Nous sommes comme un magnet. Mais aussi, nous savons recevoir les personnes, mais nous avons besoin des personnes qui viennent pour travailler et nous aider. Voilà, c'est un des problèmes de notre pays. Nous avons une part bonne et une part pas très bonne. Et nous avons besoin de bons amis qui nous disent la vérité et qui nous aident. Et il faut écouter. Voilà, ici David disait, il faut écouter, avoir de l'intimité avec les clients, avec les talents, etc. Ça, c'est une des choses que je pense que l'Argentine a besoin. De l'autre côté de l'océan Atlantique, je commence à penser que l'Europe aussi a besoin de nouveaux amis. La Chine n'est pas un grand ami, les États-Unis ont décidé de ne pas être amis de personne except themselves. Peut-être c'est un moment pour refaire cette amitié avec nos différences, mais aussi avec les choses que nous rencontrons. Et une des choses que nous rencontrons, ce sont les affaires. Il y a ces dits qui disent que là-bas, par où passe le chariot des mercanciers, ne passe pas les soldats. D'accord. Et Economics 101. Exactement. Et moi, je pense un petit peu à ça. C'est une utopie, oui, mais les utopies font un petit peu du futur. Ça, c'est ma réflexion finale. Quelle serait la vôtre? Et on va passer au rapid fire. Non, je crois que c'est exactement ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'accord Mercosur entre l'Union européenne et donc le Mercosur est une chance et une opportunité absolument incroyable pour nos deux continents. Il faut qu'on arrive à se rapprocher. Culturellement, on est très proches. On pense beaucoup, enfin sur beaucoup de sujets, on pense la même chose, de la même façon. C'est pour beaucoup la même religion, les mêmes ancêtres. Moi aussi, j'ai ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est italienne, une autre française. Ma femme est polonaise. Enfin, on se rejoint un peu là-dessus, Patricio. On est les enfants du monde. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la richesse et la beauté de ces pays, de la France, de l'Argentine. Ça a toujours été des pays d'accueil, des pays qui ont défendu la démocratie, la liberté, et je crois que le futur nous appartient. Et il faut absolument que entre l'Argentine et la France, les liens se tissent davantage. Je vais juste faire peut-être une parallèle, oui, bien sûr. Une petite parenthèse. On a un excellent ambassadeur de France aujourd'hui, Romain Nadal, qui fait un travail extraordinaire justement à ce rapprochement entre l'Argentine et la France, sur la partie économique, sur la partie culturelle, sur la partie sociale. Vraiment, il y a des équipes de grands talents au sein de l'ambassade française qui travaillent à ce rapprochement. Je suis complètement d'accord avant de rentrer au Rapid Fire, parce que notre producteur va me tirer avec une fusil maintenant, mais je suis complètement d'accord. Je connais l'ambassadeur Nadal et nous sommes membres de la Chambre de commerce industrie franco-argentine. Nous savons le travail excellent qu'il faut. On nous a connus, nous avons fait notre première rencontre dans ces événements qu'ils font, et nous avons aussi eu l'honneur d'avoir le conseiller principal économique et de la France pour le Cône Sud dans ces programmes. Stéphane Tabarier. Stéphane Tabarier, oui. Et alors, je suis d'accord avec le talent qu'il y a, mais c'est pas seulement le talent, c'est l'intérêt qu'il y a. Et moi, j'ai été surpris quand j'ai ouvert cette porte pour la première fois avec l'intérêt avec lequel la France a regardé l'Argentine. Et je connais la France très bien, et je sais que les Français ne font pas les choses pour les faire.
puntada sin hilo, on dit. Je ne sais pas comment c'est la traduction, mais il y a peut-être un plan. Mais nous, dans l'Argentine et l'Amérique latine, nous devons faire notre part. Parce que si le monde nous regarde, on doit mettre notre meilleur vêtement. Bien sûr. Alors, on va passer au rapid fire before essayer de prévenir qu'il me tire avec un fusil FAMAS dans la tête. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous préférez? Le football ou le rugby? Le football. Pourquoi? Parce que j'ai joué depuis que je suis tout petit. Je suis né dans une terre de football à Saint-Étienne. C'était la grande époque des Verts quand je suis né dans les années 76. Et donc, je suis stéphanois. Et j'adore le football, j'adore l'équipe de France, j'adore les grandes compétitions. Mais je suis fan de rugby quand même. Mais c'est le football numéro 1. OK. Si l'on parle de football, Michel Platini, Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane? Ah, c'est super compliqué. Oui, je sais. Je pense que c'est Zinedine Zidane, mais un coup de cœur pour Platini qui a joué à la Saint-Étienne. OK. Ouais. Moi, j'aime Platini. C'est mon favori. Il était extraordinaire. C'était un génie. Daft Punk ou Jean-Michel Jarre, quand on parle de la musique électronique? Ah, plutôt Daft Punk. Daft Punk. Voilà. Et je vais fermer avec ça. Et ça, c'est une difficile, très difficile. La Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur? Je pense la Tour Eiffel. Pourquoi faire? Parce que la Tour Eiffel a été le symbole de la modernisation de la France. Elle devait être démontée après l'exposition universelle. Oui. Elle est restée puisqu'elle a servi de tour d'émetteur pour l'armée à un premier temps. Et puis aujourd'hui, c'est le symbole de la France, la Tour Eiffel. C'était fait par des milliers de personnes, il y a plus de 100 ans de ça déjà, et je crois que ça reste le symbole universel. Je crois que la Tour Eiffel est bien plus connue que le Sacré-Cœur, même si le Sacré-Cœur, je vous invite à y aller, c'est un monument splendide qui surplombe tout Paris aussi. Oui, et je veux une toute petite intervention. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel dans une époque qui était terrible pour la France. Politiquement, économiquement, il y a eu la guerre, la France avait perdu la guerre, c'était une époque très obscure et ça a impulsé le meilleur de l'ingénie et de la volonté, etc. Et on pourrait prendre sa lection et l'apporter ici dans notre pays. Ouais. David, merci beaucoup. On va fermer ici. C'est la première fois, mais pas la dernière. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Alors, merci. Mesdames et messieurs, Finance Rockstars, épisode 35 en français. Vous pouvez venir dans l'Argentine. Merci.